Très bien, il est midi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Pouvez-vous confirmer que vous voyez mon écran? Oui, merci beaucoup. Alors, bienvenue. Je me présente, je m'appelle Sarah Machan, je suis la responsable de l'innovation pour le Québec, pour Cascade. Et aujourd'hui, on se rejoint toutes et tous pour ce webinaire concernant le réutilisable en santé au Québec, entre recherche et action. A few words in English first. We do have automatic translation. Please choose the language you're more comfortable with. The presentations are all going to be in French, so we highly suggest that you use this option. Donc pour débuter, simplement mentionner que cette session est enregistrée et sera disponible sur la page YouTube de Cascade. On vous enverra le lien. Pour toutes les questions, on vous invite à utiliser le chat ou la boîte à questions si elle est disponible. Je ne la vois pas, donc simplement le chat pour poser vos questions. On y répondra à la fin des 3 présentations. Et enfin, je vais parler un petit peu à la fin des prochains webinaires. Ces prochains webinaires sont sur inscription, tout comme celui d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce webinaire, il s'inscrit dans une série de webinaires organisés pour soutenir la publication du playbook qui s'appelle Une approche produit réutilisable d'abord. Donc quelques mots à propos de ce guide qui est disponible sur notre site internet. On pourra mettre le lien dans le chat. C'est un guide qui se base sur une approche, un projet mené par une équipe de Vancouver Coastal Health qui a mis en place une approche pour prioriser l'achat de produits réutilisables en santé, comparé aux produits qui sont plus à usage unique et jetables. Donc, cette approche veut mettre en avant comme toutes les informations, les exemples concrets et les recommandations pour mettre en place une initiative similaire un petit peu partout au Canada, comme on fait souvent avec Cascade. Et donc, on a utilisé la structure classique des playbooks, donc expliquer pourquoi c'est important d'envisager d'acheter des produits réutilisables avant d'acheter des produits jetables. Et ensuite, quelles sont les possibilités de réutilisation. Donc, dans ce playbook, on a parlé des textiles, des fournitures appareils, des articles donc, de cuisine et restauration et du mobilier. Et enfin, on discute un petit peu des stratégies pour adopter une approche réutilisable d'abord. Aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus sur les équipements de protection individuelle avec 3 présentateurs. Le premier est Simon Berthelot, qui est spécialiste et chercheur en médecine d'urgence au CHUL et professeur à l'Université Laval. Ensuite, nous aurons une présentation de Nathalie Clavet, qui est chercheuse régulière au CHUM et professeure adjointe à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et Adam Gélinapro, qui est coordonnateur hygiène et salubrité, buanderie, lingerie au sud de l'ouest de l'île de Montréal. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais commencer par introduire notre premier présentateur, qui est le docteur Simon Berthelot. Simon Berthelot est spécialiste et chercheur en médecine d'urgence au CHUL, donc Centre hospitalier universitaire de l'Université Laval, du CHU de Québec, depuis 2008. Il est professeur agrégé à la faculté de médecine de l'Université Laval depuis 2015 et ses recherches portent sur l'efficience clinique, économique et environnementale des services de santé. Il utilise des méthodes telles que l'estimation des coûts en fonction de la durée des activités de soins et l'analyse du cycle de vie. Ces projets visent à réduire la surutilisation des ressources de santé et développer des parcours de soins plus efficients pour les patientes et les patients dans les services d'urgence et de soins primaires. Aujourd'hui, la présentation s'appelle Protégez-vous aujourd'hui, payez demain, vers une utilisation plus durable de l'équipement de protection individuelle. Et sur ce, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Sarah. Je vais partager mon écran et débuter. Voilà, Sarah, tout est beau? Oui, Parfait, merci. Alors, merci d'abord à Cascade pour l'invitation. Merci infiniment. C'est une belle opportunité pour moi en tant que chercheur de présenter des résultats de recherche. Euh, le titre, je l'aime bien, enfin, le Protégez-vous aujourd'hui, payez demain donne cette surligne l'importance et le lien qu'il y a entre nos décisions d'aujourd'hui par rapport à ce qui arrivera demain. Et dans le cas de l'équipement de protection individuelle, il me semble que cette question-là est encore plus importante, particulièrement lorsqu'on utilise des équipements de protection individuelle jetables. Alors, posons-nous la question maintenant, est-ce que se protéger avec cet équipement est en quelque sorte une taxe sur l'avenir?
Voici mes conflits d'intérêts ou mes potentiels conflits d'intérêts. Je reçois des subventions des organismes subventionnaires que vous avez à l'écran. Je mentionne également avoir reçu une subvention de Meridian Bioscience pour tester des appareils de dépistage d'infection, des appareils de dépistage rapide d'infection à l'urgence, mais de ceci ne sera pas question dans cette présentation-ci. Je débute souvent mes présentations sur le pays avec cette photo parce qu'elle m'intrigue beaucoup. C'est une photo qui remonte au temps des temps, il y a plus de 100 ans en fait, lors de la grippe espagnole, où on voyait des agriculteurs pris en photo avec des masques par crainte de se transmettre mutuellement l'infection qui courait à l'époque. Évidemment, les agriculteurs ne portent plus de masques aujourd'hui, bien évidemment, dans les champs. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, des agriculteurs ont cru bon de porter un masque et par la suite, à la réflexion, de se rendre compte que le risque était disparu? C'est ce qui est intriguant. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont cliniciens ou pour les autres, on peut se rappeler aisément qu'avant la COVID, avant la pandémie de COVID, on avait souvent, comme, en tout cas comme médecin à l'urgence ou en clinique, on n'avait souvent qu'un masque pour voir des infections et encore, par moment, on pouvait examiner les gorges d'enfants, se faire tousser dessus sans porter de masque. Ça pouvait être le cas il y a à peine 10-15 ans d'ici. Et maintenant, on revêt un équipement, on devrait revêtir un équipement complet selon les normes en vigueur. Et d'ailleurs, si on les révise ensemble, dans mon établissement, qui est le CHU de Québec Université Laval, lorsqu'on rencontre des cas qui ont potentiellement une infection respiratoire de type COVID ou grippe, il est recommandé de porter l'équipement que vous avez à la gauche du tableau, c'est-à-dire ça inclut un masque N95, une blouse, des gants et une protection oculaire. Et l'OMS, le CDC ont des recommandations très apparentées, très similaires. De fait, les organismes mutuellement s'auto-influencent et le CHU est particulièrement influencé par le Comité d'infection nosocomiale du Québec qui recommande encore de se protéger de la sorte. Mais la question se pose maintenant parce que nous nous éloignons de la COVID-19. Il y a une immunité populationnelle acquise soit par la vaccination ou le fait d'avoir simplement contracté l'infection. Et là, on peut se poser la question, est-ce que de revêtir l'équipement complet est toujours la méthode la plus éco-efficiente pour faire face aux potentielles transmissions d'infections nosocomiales dans le système de santé? Le paradigme que j'utilise pour analyser ce type de questions-là, c'est un paradigme d'éco-efficience, c'est-à-dire quelle sera l'approche, l'intervention la plus efficace au moindre impact économique et au moindre impact environnemental. C'est sous cet angle-là que j'aborde l'ensemble de mes questions, et particulièrement pour l'EPI. J'ai d'autres segments de ma recherche qui touchent sur l'efficacité de l'EPI, qui touchent sur les coûts, mais dans le cadre de cette présentation-là, on se concentrera sur l'impact environnemental et particulièrement de certaines composantes réutilisables que l'on pourrait voir apparaître. Je tiens aussi à souligner que tout le contenu de la présentation n'est pas pour vous convaincre de laisser tomber le pays. Non, vous êtes tenu, si vous êtes clinicien, vous êtes tenu déontologiquement de suivre les recommandations de votre établissement. Je souhaite simplement entreprendre une réflexion, une discussion pour que nous ayons des données probantes pour peut-être avoir la meilleure utilisation, l'utilisation la plus éco-efficiente de l'équipement de protection individuelle. Donc, les objectifs de la présentation, après ce long préambule, j'aborderai, je comparerai l'empreinte écologique de la blouse à usage unique et la blouse réutilisable. Et je ferai la même chose pour la lunette jetée, la lunette nettoyée et la visière. Pour analyser l'empreinte écologique, mon équipe et moi utilisons une méthodologie que l'on appelle l'analyse du cycle de vie. Qu'est-ce qu'un cycle de vie? Pour essentiellement, ce qu'on analyse dans un cycle de vie, c'est on dit du berceau à la tombe, c'est-à-dire par exemple, dans le cas de l'EPI, de la blouse, par exemple, on va analyser le moment dans l'usine où on assemble la composante de l'EPI, la blouse dans ce cas-ci. Avant même, on va analyser l'extraction des composantes, l'extraction des minéraux nécessaires pour amener à l'usine qui va assembler la blouse. Par la suite, on va inclure également l'empreinte du transport, de l'emballage, jusqu'au moment de l'utilisation dans le système de santé. Et finalement, la fin de vie est également incluse dans toutes les analyses que vous verrez dans les prochaines diapositives. Un résumé de la méthodologie sur les principaux points. D'abord, cette analyse cycle de vie-là a été faite dans le cadre du CHU de Québec Université Laval. Donc, c'est localisé particulièrement en matière de la consommation des différentes composantes dont nous traiterons plus loin.
Nous avons suivi les normes en matière d'analyse de vie de ISO 14040 et 14044. Nous n'avions pas accès aux informations de l'industrie. Souvent, les industriels ne collaborent pas à ces analyses du cycle de vie. Non pas qu'on n'a pas tenté de les avoir à bord, mais souvent, ils protègent leurs secrets. Alors, mais qu'à cela ne tienne, j'ai des co-chercheurs spécialistes en biomatériaux qui me donnent accès à des instruments tels que le spectroscope à l'infrarouge qui nous permettent d'identifier avec précision les composantes, par exemple, de la blouse. On dissèque littéralement les différentes parties de la blouse ou des lunettes, des visières et on les passe dans le spectroscope. Et on obtient les composantes que l'on pèse par la suite avec des balances de haute précision. Par la suite, une fois que l'inventaire de ces composantes-là a été fait, nous les avons mis dans le logiciel OpenRC qui nous permet de modéliser les analyses du cycle de vie. Nous avons traduit en émission d'extraction cet inventaire-là en fonction de la base de données d'inventaire EcoInvent adaptée pour le Québec. Par la suite, pour analyser l'impact, nous avons utilisé la méthode d'analyse d'impact du GIEC pour ce qui est des changements climatiques, c'est-à-dire le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques. Et donc, nous avons utilisé l'IPCC 2021 pour des émissions de CO2 équivalent. Nous avons utilisé Impact World Plus pour les autres indicateurs que je vous présenterai plus loin. Et nous avons collaboré avec le CIREC, qui est une chaire d'analyse cycle de vie à Polytechnique. Allons-y dans le vif du sujet avec la blouse. Commençons avec la blouse. D'abord, ce que l'on fait dans une analyse cycle de vie, c'est qu'on établit l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire ce que l'on va analyser. Dans ce cas-ci, on va comparer la blouse réutilisable, qui est réutilisable 75 fois, à la blouse jetable. Le 75 vient du manufacturier, une information qu'on a pu obtenir. C'est généralement la norme aussi après vérification avec les buanderies. Alors donc, nous allons comparer une blouse réutilisable à 75 blouses jetables. Ça, c'est l'unité fonctionnelle. Il faut savoir qu'au CHU de Québec, Université Laval, la situation réelle est le jetable. Nous n'avions que du jetable dans l'année. En fait, on n'a toujours que du jetable qui est utilisé dans les différents départements. Et donc, nous avons eu l'hypothèse d'une buanderie à Montréal parce qu'il y avait eu un appel d'offres pour ça et les principaux intéressés étaient à Montréal. Alors, nous avons utilisé une de ces buanderies-là pour faire notre modélisation. Et nous avons pris une de leurs blouses pour modéliser la blouse réutilisable parce que vous comprendrez que si nous avons un contrat de Québec avec Montréal, il faut comptabiliser le transport le nettoyage dans l'analyse du cycle de vie. Quatre indicateurs que j'aborderai principalement avec vous les émissions de CO2, donc le changement climatique. Les DALY, c'est le Disability Adjusted Life Year, c'est-à-dire c'est un indicateur qui permet de voir le nombre de vies en santé perdues secondaires à une intervention. Les mégajoules perdus, c'est l'utilisation d'énergie et PDF mètre carré par an, c'est essentiellement un indicateur de biodiversité, de menace sur la biodiversité que pose une intervention. Passons rapidement les premières colonnes. La jetable, la réutilisable sont des chiffres qui peuvent ou non signifier quelque chose pour vous, mais simplement pour vous, le ratio pour vous est peut-être plus intéressant. Donc, l'utilisation d'une blouse réutilisable versus 75 blouses jetables, c'est 7 fois plus polluant en matière d'émissions de CO2 d'utiliser la jetable. C'est 45 fois plus d'effet sur la santé humaine d'utiliser la jetable, 5,5 fois plus d'énergie consommée d'utiliser la jetable et 9 fois plus de menaces sur la biodiversité. Et si au CHU de Québec, je devrais dire, parce que le CHU de Québec inclut 5 départements d'urgence, dont le CHUL où je travaille, mais si on avait utilisé que des blouses réutilisables pendant l'année 2020-21, la première année de la COVID, eh bien, vous avez dans la colonne de droite ce que nous aurions pu sauver en émissions de CO2, donc de 524 000 kg de CO2 équivalent auraient été sauvés par ce changement-là pour la blouse réutilisable. Il y aurait eu 17,6 vies en santé de sauvées, 6,6 millions de mégajoules non utilisés et 740 000 PDF mètres carrés par an qui auraient été épargnés, donc l'impact sur la biodiversité. Et je traduis encore peut-être en chiffres qui sont peut-être encore plus intelligibles. Ça aurait été l'équivalent de 688 voyages de Halifax à Vancouver en civique, l'équivalent de sauver 3 fumeurs avec un paquet par jour pendant 30 ans. On aurait pu chauffer 18 maisons pendant un an et on aurait sauvé ou diminué la perte de biodiversité sur 115 terrains de football.
Les points chauds de la blouse jetable, essentiellement, le point chaud, c'est l'endroit où l'empreinte écologique est la plus importante dans le cycle de vie. C'est évidemment la fabrication. Polypropylène, l'usine, l'extraction, les émissions. Et la blouse réutilisable, c'est essentiellement le nettoyage. Ce qui veut donc dire, parce que, évidemment, la fabrication est divisée sur 75 réutilisations. Il faut aussi savoir que si on avait eu une buanderie à proximité, c'est-à-dire sans avoir à faire le transport jusqu'à Montréal, on aurait sauvé 25 d'empreintes écologiques pour les quatre indicateurs que je vous ai présentés. Passons à la visière et la lunette. L'unité fonctionnelle, c'est une lunette lavée est équivalente à 7 visières et 7 lunettes jetées. Il faut savoir que nous, la lunette, c'était une lunette, la même lunette qu'on jette habituellement, on la renettoyait. On avait un procédé qui passait à travers une machine de désinfection. Il y avait du personnel qui les nettoyait, les envoyait dans la machine et on pouvait les réutiliser jusqu'à 7 fois qu'on a pu estimer selon nos données. Et là, c'est un tableau impressionniste pour les différents indicateurs. Je ne tiens pas à ce que vous voyez les détails des tableaux, mais vous allez pouvoir voir les proportions. À gauche, c'est la lunette nettoyée. Au centre, c'est la lunette jetée. Et à droite, c'est la visière. Et là, il y a quatre figures pour les quatre indicateurs. Et grossièrement, pour chaque indicateur, c'est 3 à 4 fois plus écologique de renettoyer les lunettes que l'on jette habituellement. Si on avait utilisé que des lunettes nettoyées pendant l'année 2020-2021 dans les urgences du CHU de Québec, Université Laval, encore là, c'est juste les urgences, ça n'inclut pas tous les autres départements, et bien, vous voyez ce qu'on aurait sauvé dans la colonne de droite pour les CO2, les DALI, les mégajoules et les PDF mètres carrés par an. Et en traduction plus populaire, c'est 50 voyages de Halifax à Vancouver en civique, un paquet par jour pendant 11 mois, le chauffage d'1,6 maison pendant 1 an et la perte de biodiversité épargnée pour 5,5 terrains de football. En somme, je termine là-dessus, mes messages clés sont les suivants, suite à ces données-là. Les ACV, les analyses cycle de vie, démontrent que la réutilisation de produits ou l'utilisation de composantes réutilisables dans le pays est hautement favorable pour l'empreinte écologique. Il faut réfléchir sur des infrastructures de proximité, c'est-à-dire le nettoyage des buanderies, la capacité que nos hôpitaux ont perdue avec les années parce qu'ils sous-traitent ou ils utilisent du jetable. Alors, il va falloir avoir une réflexion là-dessus. Est-ce qu'il faudra parler des coûts également? Est-ce que c'est possible de réouvrir nos buanderies? C'est avantageux, même si à distance, même si on fait affaire avec Montréal pour Québec ou ailleurs, ça reste fortement avantageux d'utiliser, par exemple, des blouses réutilisables. Et finalement, ce que je n'ai pas étudié, mais je sais que c'est apparu sur le marché, il y a des masques réutilisables. Ce sera certainement dans mes prochaines analyses. Et là, il y a un enjeu peut-être fonctionnel un peu différent, parce que je ne suis pas certain que. Enfin, un masque réutilisable, c'est fait pour être utilisé par la même personne. Et pour ceux qui travaillent dans le réseau de santé savent bien que les EPI, ben, ça risquerait de se passer d'un individu à l'autre. Il faudra voir de quelle façon structurer cette réutilisation-là des masques. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vais retransmettre le micro à Sarah. Merci. Merci beaucoup. Je vois déjà qu'on a une question dans le chat. On va pouvoir y répondre à la suite à la fin des 3 présentations. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième présentation aujourd'hui, simplement pour tous les panélistes, pour permettre la traduction simultanée de juste. Donc, vous avez l'option sous-titres avec le CC et en cliquant dessus, vous avez la possibilité de sélectionner la langue que vous parlez et ou, si vous voulez, changer la langue. Donc, on va passer à la deuxième présentation aujourd'hui. Je vais juste repartager mon écran un instant. Il s'agit de Nathalie Clavel qui va nous parler des résultats préliminaires de la revue de portée sur les facilitateurs, obstacles et impacts de la transition des équipements de protection individuelle jetables vers des EPI réutilisables à l'hôpital. Donc, pour introduire Dr Clavel, Nathalie Clavel est professeure adjointe en gestion des services de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheuse régulière au CHUM depuis 2023. Elle est titulaire d'un doctorat en santé publique, option organisation des soins de l'Université de Montréal et d'un post-doctorat réalisé à l'Université McGill, soutenu par les INRSC et le FRQS. Ses travaux portent sur les dynamiques d'adoption et d'implantation d'innovation organisationnelle en santé avec une expertise particulière dans 3 domaines.
la qualité et la sécurité des soins, l'intégration de pratiques éco-responsables en milieu hospitalier et l'engagement des patients et de leurs proches dans l'amélioration des services. Elle développe un programme de recherche axé sur les capacités des organisations de santé à concilier performance environnementale, qualité et sécurité des soins et viabilité économique. Merci beaucoup d'être là, puis je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Sarah. Donc, je vais partager mon écran. Ça Est-ce que vous fonctionne dans voyez le mode correctement l'écran? présentation. On voit les... C'est bon. C'est bon? Ok, parfait. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup à Sarah pour cette invitation et à Cascade qui me donne l'occasion de présenter aujourd'hui les résultats préliminaires d'une revue de portée qu'on mène actuellement avec mon équipe de recherche sur les facilitateurs, les obstacles à l'adoption des EPI réutilisables et leur impact sur plusieurs dimensions, donc sécurité des soins, impact environnemental et puis les impacts sur les coûts. Je dois souligner, avant de vous présenter les résultats, que cette étude est financée par les fonds de recherche Société et Culture au niveau québécois. Alors, quelques mots de contexte. On sait que nos systèmes de santé contribuent directement à la dégradation de l'environnement. On estime entre 5 et 10% des émissions nationales de gaz à effet de serre proviennent du secteur de la santé. Et on sait que la grande partie des émissions de GES de nos systèmes de santé proviennent de la chaîne d'approvisionnement. Et dans cette chaîne d'approvisionnement, il y a un contributeur qui ressort clairement, c'est les EPI à usage unique. Et on sait que la pandémie de Covid-19 a amplifié ce problème puisqu'elle a généré des millions de tonnes de déchets liés à l'utilisation de ces EPI jetables. Alors, une des hypothèses qu'on a faites avant de se lancer dans cette revue de la portée avec notre équipe de recherche, c'est que des alternatives réutilisables peuvent comporter en fait plusieurs opportunités. Là, on parlait d'opportunités aussi avec la présentation de Simon. En premier lieu, réduire l'empreinte environnementale, réaliser aussi des économies, renforcer aussi la résilience des chaînes d'approvisionnement face aux crises qu'on a connues, notamment lors de la Covid-19, tout en maintenant évidemment un même niveau de sécurité des soins. Mais cette transition, évidemment, elle n'est pas simple, elle comporte des défis, elle demande des investissements, on va le voir tantôt, une réorganisation logistique, mais aussi soulève des questions légitimes, notamment par rapport au contrôle des infections. Mais pourtant, jusqu'à maintenant, il n'y avait aucune revue de la littérature au niveau international qui avait vraiment fait le point sur l'ensemble des freins, des leviers, mais aussi des impacts réels de cette transition vers les EPI réutilisables. Alors, c'était quoi nos objectifs de recherche? Donc, c'est comme toute revue de la portée, c'était de pouvoir cartographier en fait l'ensemble des données probantes dans la littérature internationale sur l'adoption des EPI réutilisables en contexte hospitalier. On a examiné aussi quatre grands volets, quatre grandes dimensions en lien avec cette transition-là, donc à la fois les freins, les facilitateurs à l'adoption, mais aussi les impacts, comme je disais, sur la sécurité des soins, les impacts environnementaux et les impacts économiques. Alors, rapidement sur les méthodes, pour mener cette revue de portée, on s'est basé sur l'approche en 5 étapes de Arki et O'Malley. On en est actuellement, pour vous donner une idée, à l'étape 4 et 5. Donc, en fait, on a terminé l'extraction et l'analyse des données et on est en train de finaliser donc l'évaluation de la qualité des études. Et on a amorcé, donc, pour vous présenter aujourd'hui les résultats préliminaires, on a amorcé la synthèse des données, donc, qui est en cours toujours. Pour ce qui est de la synthèse des facteurs d'adoption, on a décidé d'utiliser le cas d'Am-Schroeder en analyse d'implantation, qui est bien connu. Pour les impacts, on fait une synthèse en fait, des statistiques qui sont rapportées dans les études plutôt qu'une méta-analyse. Pour ce qui est des critères d'éligibilité, on a exclu les études qui se passent en dehors du contexte hospitalier et on a inclus des études aussi bien qui analysent donc l'implantation, l'adoption de ce type d'initiative, mais aussi qui comparent l'impact des EPI réutilisables versus les alternatives jetables. Alors, ça, c'est notre diagramme de flux Prisma, là, pour ceux qui conduisent des revues de littérature. Donc, on a consulté en gros 5 bases de données et en parallèle, on a aussi effectué une recherche sur d'autres types de moteurs de recherche comme Google Scholar et aussi des recherches plus ciblées sur des organisations spécifiques en lien avec la durabilité environnementale, mais aussi en lien avec la sécurité des soins. Finalement, on a inclus au total 61 études qui répondaient donc à nos critères d'inclusion, 52 études scientifiques et 9 publications qui proviennent de la littérature grise.
Je voulais vous présenter quand même les grandes caractéristiques des études qu'on retrouve dans cette revue de portée. Donc, la période couverte, c'est de 92 à 2024. Et ce qui est important de noter, c'est qu'on a vu vraiment une explosion assez récente des publications sur cette thématique-là. 80% des articles, en fait, ont été publiés depuis 2021, donc en lien direct avec la pandémie de Covid-19. Ces recherches, elles proviennent principalement des pays à revenus élevés, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, qui drivent quand même pas mal la recherche sur ce sujet-là. On retrouve aussi quelques études au Canada, on en a 3 qu'on a répertoriées, études en France, en Allemagne, en Italie, puis dans d'autres pays que je ne vais pas détailler ici. Les approches méthodologiques, elles sont variées, étant donné qu'on fait une revue de portée. Là, on a une variété de devis, principalement des revues systématiques ou narratives ou d'autres types de synthèse des connaissances. On a aussi un certain nombre d'études transversales par questionnaire, notamment pour tout ce qui est analyse de la perception, l'acceptabilité des EPI réutilisables. Pour ce qui est de l'impact environnemental, on l'a vu tantôt avec Simon, mais il y a aussi un certain nombre d'études basées sur les analyses de cycle de vie des EPI réutilisables et quelques études de cas de nature qualitative là, pour documenter l'adoption et l'implantation. Alors, en grande majorité, on retrouve des études sur les masques ou les respirateurs. Là, ça vient aussi du fait qu'on a beaucoup de publications qui ont eu lieu dans le contexte de la pandémie. On retrouve sinon beaucoup d'études sur les blouses réutilisables et quelques études aussi sur les gants ou les bonnets chirurgicaux. Concernant les contextes cliniques, on voit qu'il y a une majorité d'études qui ont été conduites dans le contexte chirurgical, donc dans les blocs opératoires, mais aussi dans d'autres unités, services d'urgence, soins intensifs aussi, quelques études aussi conduites en clinique externe. Excusez-moi, je n'ai pas fait défiler la slide, là, mais vous la voyez apparaître ici. Alors, on rentre vraiment dans le vif du sujet, donc les résultats préliminaires. Pour ce qui est des facilitants et des obstacles à l'adoption des EPI réutilisables, on a plusieurs résultats qui sont quand même intéressants. Donc, au niveau des stratégies d'adoption, un facilitateur majeur, c'est évidemment la mise en place d'infrastructures et de procédures adaptées pour la décontamination. Donc, il y a des expériences qui montrent différentes stratégies. Donc, soit réinvestir dans des blanchisseries hospitalières, donc les remettre en service, soit établir des partenariats avec des buanderies industrielles qui sont capables d'assurer le lavage, la décontamination et ensuite la redistribution vers les unités. Mais au-delà des infrastructures, il y a aussi toute la mise en place des procédures opérationnelles normalisées et de checklists en collaboration évidemment avec la prévention et contrôle des infections qui permettent en fait de prévoir donc chaque étape dans le cycle de décontamination, donc de la collecte des EPI jusqu'à la redistribution vers les unités cliniques. Autre aspect, c'est vraiment la formation et les audits. La formation, ça permet d'accompagner concrètement le personnel dans toutes les étapes critiques, donc comment enfiler, comment retirer, comment vérifier aussi l'ajustement de l'équipement. Les audits, ça permet d'assurer un suivi en continu de la conformité aux procédures établies. Donc ces deux stratégies, formation et audit, ça permet finalement d'augmenter la confiance et l'adhésion du personnel au niveau des nouveaux équipements et des nouveaux processus qu'ils ont mis en place. L'adoption des EPI réutilisables, ça exige aussi forcément une véritable collaboration entre, d'une part, les équipes cliniques, mais aussi, donc on a vu la PCI, la buanderie, l'approvisionnement, la haute direction aussi, pour travailler ensemble déjà à choisir les bons équipements, à organiser la formation, mettre en place aussi toute la logistique autour du lavage, de la redistribution et évidemment assurer le contrôle qualité du processus. Un obstacle majeur, c'est les contraintes logistiques que ça implique, évidemment. Il faut assurer un nettoyage régulier, prévoir plus de capacité de stockage aussi, si ce n'est pas des choses qui sont externalisées, organiser aussi le transport entre les unités et la blanchisserie. Alors, une autre dimension qu'on a voulu étudier, qui est vraiment importante quand il s'agit d'adoption des EPI réutilisables, c'est quoi la perception et le rôle des acteurs là-dedans? Les études montrent une bonne acceptabilité des EPI réutilisables, donc parmi le personnel soignant. Globalement, la confiance et le confort qui sont perçus à l'utilisation aussi sont assez hauts, 70% dans la plupart des études. Ce qui ressort aussi comme résultat intéressant, c'est que l'acceptabilité, elle est fortement conditionnée en fait par la formation préalable et le fit testing aussi dans le cas des masques réutilisables. Autre facteur facilitateur clé, c'est la présence de champions cliniques au niveau local qui sont souvent à l'initiative de projets pilotes dans leur unité et qui vont vraiment jouer un rôle clé auprès de leurs collègues. Malgré tout, il y a quand même plusieurs obstacles qu'on recense encore dans la littérature. D'abord, l'habitude du tout jetable, hein.
On ne sort pas de décennies comme ça du tout jetable qui est perçu en fait comme la norme, quelque chose de plus simple et plus rapide. Donc c'est difficile de se défaire de cette habitude-là. Et enfin, on note des réticences initiales. Certains soignants évoquent un inconfort à l'utilisation des EPI réutilisables, des doutes aussi parfois sur le niveau de protection, des doutes aussi sur le bilan coût-bénéfice des solutions réutilisables. Donc évidemment, c'est des perceptions qui peuvent freiner l'adhésion des équipes. Alors, on poursuit avec le contexte interne. Qu'est-ce qui fait en sorte que le contexte organisationnel va favoriser ou freiner l'adoption des EPI réutilisables? D'abord, il y a rien de surprenant. Le soutien de la direction, c'est absolument incontournable, hein. Quand les dirigeants affichent un engagement clair et constant, ça envoie un signal fort aussi pour les équipes et ça va assurer une transition plus fluide, hein, des EPI jetables vers les réutilisables. Deuxième facteur clé, je l'ai mentionné, bah, c'est les infrastructures. Quand on dispose de buanderies fonctionnelles, d'espaces d'entreposage suffisants ou quand on a établi des circuits logistiques pour bah, la décontamination, la redistribution, bah, l'implantation est facilitée. La culture organisationnelle aussi joue un rôle important. À l'inverse, comme barrière, on retrouve les contraintes logistiques, comme j'ai mentionné tantôt. Et enfin, bah, comme tout changement à mettre en place dans le milieu hospitalier, on se heurte évidemment aux ressources limitées, manque de temps, manque de budget, manque de personnel qui pèse sur la mise en œuvre et notamment sur la mise à l'échelle aussi de ce type d'initiative-là. Pour ce qui est du contexte externe, on retrouve plusieurs résultats intéressants. Donc d'abord, il faut le noter quand même, la Covid-19 a eu l'avantage d'impulser un changement en faveur du réutilisable, parce qu'il a fallu en fait réagir face aux problèmes d'approvisionnement dans un marché mondialisé du jetable. Et donc face à ça, il y a quand même plusieurs hôpitaux qui ont amorcé une transition vers le réutilisable. Ça, c'est l'aspect positif de la Covid. Deuxième levier, c'est les politiques publiques. On a vu des initiatives comme Greener NHS au Royaume-Uni qui visent zéro émission et qui travaillent en fait avec les fournisseurs pour réduire les émissions, que ce soit dans la production, dans le transport et l'origine des produits. Autre levier, c'est la production locale, donc stimuler en fait la production locale d'équipements réutilisables. Et pendant la pandémie, on a vu quand même un certain nombre d'innovations, des nouvelles filières textiles médicaux, notamment réutilisables, qui ont été mises en, c'est ça, qui ont eu lieu. Cela dit, il reste des obstacles majeurs pour une mise à l'échelle. La rigidité réglementaire, d'abord. La plupart des normes d'utilisation ont été conçues pour le jetable. Ensuite, les marchés publics qui intègrent encore relativement peu de critères de durabilité. Donc ça dépend des pays aussi. Et ça désavantage souvent les produits réutilisables face aux jetables qui sont souvent moins chers à l'achat. Donc on priorise le coût versus la durabilité. S'ajoute à ça, je l'ai mentionné, ben, la dépendance persistante des hôpitaux aux grands fournisseurs jetables. Je voulais quand même vous présenter des données en lien avec les impacts. Donc si on regarde maintenant du côté de l'impact sur la sécurité des soins, les données sont quand même relativement claires dans cette revue de portée. D'abord, sur la performance protectrice, les blouses réutilisables respectent et souvent dépassent les normes de performance, au niveau européen ou américain, là en l'occurrence. Côté infection, il n'y a pas de différence significative dans les infections du site opératoire entre réutilisables et jetables. Le vrai risque, qui est mentionné dans certaines études, c'est l'auto-lavage, mais dès qu'on passe par une blanchisserie hospitalière, la sécurité est assurée. Et enfin, bah, sur les perceptions, la confiance est globalement bonne, puisque vous voyez, entre 76% et 87% des soignants jugent que les blouses réutilisables sont protectrices. Et finalement, en termes d'impact environnemental, je ne vais pas forcément détailler trop sur ça, parce que Simon nous a donné un bon aperçu, mais les données sont claires aussi. Les blouses réutilisables réduisent fortement les émissions de GES, la consommation d'énergie, mais surtout les déchets solides. Pour les respirateurs, on voit que c'est même de l'ordre de 90% de réduction des déchets, ce qui est énorme. La seule limite identifiée, c'est évidemment l'augmentation de la consommation d'eau qui est demandée bah, pour le lavage des équipements réutilisables. Mais au final, on s'aperçoit que la balance environnementale, elle reste nettement favorable aux réutilisables. Finalement, en termes de coûts, les données montrent qu'il y a quand même une réduction d'au moins 30 à 50% pour les textiles, comme les blouses ou les bonnets chirurgicaux, jusqu'à 90% pour les respirateurs. Donc ça, c'est dans un horizon temporel de 3 ans. Là, donc c'est des investissements de moyen long terme.
Mais globalement, les économies sont importantes. Alors, il faut quand même mentionner qu'elles varient aussi selon les infrastructures qui sont disponibles dans les hôpitaux et évidemment dépendantes aussi de la durée de vie des équipements qu'on va sélectionner. Donc finalement, pour conclure, nos résultats montrent quand même des preuves assez solides. Les EPI donc, sont une protection équivalente, enfin offrent une protection équivalente aux jetables. Elles sont efficientes et durables. Le succès des projets pilotes, j'ai mentionné, ça repose sur un certain nombre de capacités à l'interne, notamment disposer des infrastructures adaptées ou alors s'assurer d'avoir des circuits logistiques fiables pour le lavage, la collecte et la redistribution. Mettre en place des procédures standardisées de décontamination, assurer une formation régulière du personnel soignant à l'utilisation des EPI, mobiliser les soignants grâce à un leadership clinique fort et tout en ayant l'appui évidemment de la hiérarchie et s'assurer d'avoir une véritable collaboration interdépartement, parce qu'il y a plusieurs secteurs qui sont concernés par cette transition-là. Et pour passer évidemment de projets pilotes, pour l'instant on est quand même beaucoup dans des projets pilotes à une mise à l'échelle, il faut agir sur des leviers externes, notamment adapter les normes et les procédures au niveau national pour reconnaître pleinement le réutilisable, intégrer aussi davantage de critères de durabilité dans les marchés publics, ce qui n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui, et soutenir, en fait, essayer de stimuler la production locale en termes de réutilisables. Donc, en résumé, la généralisation des EPI réutilisables ne dépend pas seulement des capacités à l'interne des hôpitaux, mais relève aussi beaucoup des choix politiques qu'on peut faire et des choix réglementaires qu'un pays peut faire. Alors, merci beaucoup pour votre attention et je serai disponible pour des questions à la fin. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Donc, on vient d'avoir deux présentations plutôt axées sur la recherche. La première sur l'impact des équipements de protection individuelle réutilisables versus jetables, l'analyse des cycles de vie. On vient maintenant de parler de mise en place, de barrières, de facilitateurs. Et maintenant, on va parler un petit peu plus de pratique, puisque nous avons avec nous Adam Jalina Pro du sud-ouest de l'île de Montréal, qui va nous parler un peu de ce qui a été fait dans son milieu. Donc, juste pour présenter Adam, Adam est coordonnateur hygiène et salubrité et buanderie-lingerie au sud-ouest de l'île de Montréal et membre exécutif de la CPHS. Il est titulaire d'un MBA en finalisation et travaille depuis 17 ans dans le réseau en hygiène et salubrité, dont les 12 dernières années comme gestionnaire et ceux du plancher à la coordination au sein de différentes organisations. Merci beaucoup d'être là, Adam. Je laisse la parole. Bien, bonjour, ça me fait plaisir de présenter et je tiens à remercier Cascade et Sab pour cette occasion de pouvoir présenter ce volet qui est un petit peu plus opérationnel dans la chose. Donc, on commence retour vers le futur, l'innovation technologique reste-t-il le réutilisable à la santé? Dans le fond, le concept, quand on réintroduit le réutilisable, souvent, c'est de retourner dans le temps pour essayer de mieux avancer. Donc, d'avoir des considérations environnementales, mais en retournant à l'époque où on produisait moins de déchets et moins d'usages uniques. Donc, je me suis fait approcher par une anesthésiste assez motivée dans le bloc opératoire de St. Mary's qui m'a proposé un produit où c'est que c'était des masques lavables. Berthelot parlait tantôt des masques lavables justement à introduire et c'est justement ce qu'on a introduit au niveau de l'hôpital de St. Mary's. Donc, comme vous voulez voir, c'est le docteur Dernier qui est en train de mettre le dit masque lavable. C'est important de dire que dans la présentation, vous voyez dès maintenant qu'on s'attend à un reconditionnement qui va être par mimétisme pour conserver la méthode de mécanisme et la méthode de fonctionnement du jetable. Ça va faciliter l'adhésion, donc ça va aider grandement. Donc, dans le cadre, la solution qui est apportée, qui était un masque de la compagnie Fred Solutions qui s'appelle Eutrema. C'est un masque qui a un impact environnemental vraiment réduit. Toutes les composantes sont recyclables. Et il y a à peu près pas de plastique dans aucune des composantes du dit masque, biodégradable dans son entièreté. Puis, la façon de production est au volume sur une période de temps, notamment que tous les masques ont été testés pour des normes à 100 lavages. On est capable d'avoir une économie lorsqu'on y va à assez grande échelle. Il n'y a pas d'essai toxique. Puis il y a une traçabilité en temps réel avec différentes technologies, dépendamment de celle que l'on choisit. Il y a une possibilité d'intégrer des puces à RFID, des codes barres ou codes QR ou encore d'y aller manuellement.
Ça, c'est sans rentrer dans les détails, satisfait aux normes ISO 10025 et puis ainsi que d'autres différentes normes et ils ont été testés avec Santé Canada par un laboratoire externe pour être sûr qu'ils atteignaient tous les standards les plus solides pour pouvoir remplacer les masques chirurgicaux à usage unique que nous avions dans nos hôpitaux. Le masque a suivi plusieurs tests. Il y a eu plusieurs partenaires pour faire des tests, pour commencer à les utiliser, pour faire les vérifications externes, puis faire les tests de performance, puis en plus des différentes normes. Mais je ne m'étalerai pas sur tout le produit au complet, puisque je ne suis pas le créateur et le fournisseur du produit. Mais au niveau de mes opérations, une fois que ça c'est arrivé, là, on devait commencer la traversée du désert. Donc, on commence tout par la peur de l'inconnu. Compte tenu du fait que ça existe pas, ça existe pas dans le réseau des masques lavables, là, dans le fond, ça soulève tout de suite une levée de bouclier assez substantielle, en pensant systématiquement que le jetable est mieux. Mais en fait, il y a peu de discussions il y a plus de questions qui sont posées sur le jetable. Notamment, on va tout de suite questionner la logistique du lavable, sauf qu'on ne questionne jamais la logistique du jetable. Donc, est-ce que vraiment les conditions de production dans l'usine en Chine, dans le fin fond de nulle part, les conditions sont respectées, sont vraiment adéquates en tout temps, au-delà de la certification possible qu'ils ont pu avoir? Le transport du matériel sur les conteneurs, est-ce que c'est vérifié les températures, où c'est que ça l'a atteint, comment que ça l'a été, combien de temps ça l'a resté dans un entrepôt, dans une cale? Si on n'en a aucune idée, il n'y a vraiment pas de suivi. Puis il n'y a même pas de suivi externe. Il n'y a pas de questionnement aussi sur les buanderies externes. Puisque dans le cadre du projet pour les masques, un fait à noter, pour que le masque fonctionne bien, il faut qu'il y ait une bande, une tige au niveau du nez pour venir appuyer puis souligner le nez. Cette bande-là, pour être réutilisable, elle ne peut pas être écrasée ou trop distorsionnée. Et puis, les buanderies externes, principalement, c'est des tunnels de lavage à grand volume. Et puis, la méthode de séchage, pour la très grande partie d'entre eux, c'est des presses qui viennent compresser par hydraulique à la sortie du tunnel de lavage tout le linge pour sécher la majorité qui va récupérer l'eau qui va être introduite dans le tunnel et qui va être réutilisée. Et ensuite, il y a une phase de séchage à la machine qui vient juste compléter. Sauf que les presses font en sorte qu'on ne pourrait pas envoyer les masques dans une buanderie de cette taille-là, puisque les presses viendraient comprimer les tiges qui viennent dans le masque. Donc, il faut le faire à l'interne, et c'est à l'interne qu'on se fait poser beaucoup de questionnements sur comment on va le faire, comment on va procéder. Mais toute la buanderie est envoyée à l'externe. Les serviettes, les débarbouillettes, les jaquettes patients. Il n'y a jamais eu aucun questionnement que j'ai vécu à travers toute ma carrière par rapport à comment c'est lavé, avec quel produit ou avec de quel mécanisme, juste parce que c'est soumis à l'externe et le fournisseur nous dit que c'est correct, ce bout-là est adéquat, c'est suffisant. À l'inverse, le réutilisable, dès qu'on veut introduire du réutilisable, on a une panoplie de questions, une panoplie de vérifications qui n'est pas faite de la même façon pour le jetable. Puis ensuite, on se lance dans une notion à la recherche d'un nom perdu. On est très, très, très bon dans le réseau pour aller chercher un nom. Donc, trouver une raison pour ne pas avancer, pour trouver une raison pour ne pas cheminer. Et si on ne l'a pas soi-même, on intègre d'autres acteurs supplémentaires à travers pour être capable d'aller trouver une raison pour laquelle qui nous empêcherait de fonctionner. Honnêtement, dans le cadre de ce projet-là, il était beaucoup plus facile à court terme de rien faire que de mettre des efforts dans un projet. Ça faisait peur à plusieurs intervenants. Puis les habitudes de produits jetables sont très difficiles à changer. Donc, même si c'était un projet dans le cadre d'une petite équipe, ça devenait difficile. Dès le début, il fallait adresser les objections, toutes les différentes choses, comme la perception de la sécurité. Croyance que le jetable offrait une meilleure protection que le lavable, tandis que c'est complètement faux. Le masque chirurgical jetable en petit plastique mince, il ne satisfait même pas au même niveau que les masques lavables. Les masques lavables, dans leurs tests, ils ont pratiquement atteint les standards du masque N95 pour ce qui est de la pouvoir de filtration, contrairement à un masque chirurgical qui est vraiment pas à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de rendements qui sont nettement supérieurs avec le lavable versus le jetable, mais néanmoins, il y a une crainte par rapport à la sécurité. Les inquiétudes logistiques, comment on va faire pour le faire fonctionner, comment on va le faire pour le faire cheminer, comment on va faire pour le faire circuler au niveau de la chaîne d'opération. Quand que somme toute, ce n'est pas tellement plus compliqué que de fournir les autres types de lingerie que nous avons à l'intérieur de nos centres hospitaliers. Ça peut suivre aisément le même parcours que les serviettes, que les jaquettes patients et que les débarbouillettes, que les autres items de la buanderie. On a un parcours, on a déjà une logistique qui est en place, donc de rajouter un élément lavable supplémentaire à travers cette logistique n'engendre pas une réelle difficulté.
Il y a toujours le coût perçu en amont. Est-ce que ça va coûter plus cher? Oui, non, peut-être. Dans combien de temps est-ce que ça va être rentable? Ce bout-là, il fallait voir dans le choses. Dans le cadre du projet, vu qu'on a décidé d'y aller à petite échelle dans le bloc opératoire de St. Mary's, c'était un volume qui était un petit peu plus négligeable au niveau du coût d'acquisition des masques au début. Donc, mon département a pris charge d'acheter le premier lot pour être capable de faire fonctionner puis mettre en place le projet pour tester l'adhésion des gens puis tester le projet lui-même. Puis la résistance au changement. C'est dur d'entrer une nouvelle mentalité, surtout dans le cadre d'un masque, puisque dès le début, on a tout de suite la première question qui vient. Oui, mais ce masque-là, va-tu être partagé? Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui se l'est mis dans le visage, puis après ça, c'est moi, puis après ça, c'est... Mais ça, c'est juste une conception qu'on a parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué. Sauf qu'il n'y a personne qui se pose de questions en se lavant le visage avec une débarbouillette ou est allé la débarbouillette au lavage précédent et c'est qu'est-ce qu'elle a lavé la débarbouillette précédemment. Parce qu'en fait, dans tous les soins d'hygiène qu'une débarbouillette fait, il y en a beaucoup qui sont propres et qui sont beaucoup moins propres, mais pourtant, on va réutiliser la débarbouillette qui va avoir été lavée dans une laveuse et on va se nettoyer le visage sans se poser aucune question. Donc, en quoi est-ce que le masque est différent de la débarbouillette? Ce bout-là, il y a une question notoire. Et puis, dès que je soulève cette dualité-là, souvent, ça diminue un petit peu les contestations, mais souvent, c'est cette même dynamique-là qui revient. Mais souvent, c'est juste notre perception par rapport à quelque chose que qu'est-ce qu'on voit pas, c'est correct, ça génère pas nécessairement de crainte, mais qu'est-ce qu'on sait, là, on peut avoir des petits questionnements par rapport à ça. Retour à l'essentiel. Dans le fond, ça nous a demandé une révision interne, de revoir les procédures pour être sûr de bien comprendre les enjeux, c'est qu'il y a les différentes façons. Remettre en question comment qu'on s'oriente, puis comment qu'on met en place le dit projet. Parce que dans le fond, dans la façon de fonctionner, c'est qu'il fallait qu'on rende disponible des masques lavables. Il fallait qu'on ait un point de collecte des masques une fois qu'ils sont souillés. Donc, on a un point de collecte des masques propres. On a un point de collecte des masques souillés. Il fallait qu'il y ait une façon de les acheminer à la laveuse au sein de notre centre hospitalier, puis un autre processus pour les ramener au bloc opératoire. Dans le cadre de ça, il fallait revoir comme le fonctionnement, puis comment qu'on allait réussir à atteindre ce scénario-là sans générer trop de coûts. Notamment, comme je parlais tantôt de différentes technologies pour suivre la quantité de lavage des masques avec des puces. C'est sûr qu'à petite échelle comme ça, on ne peut pas aller dans une technologie RFID qui aurait coûté une certaine méthode avec des scans, avec les éléments qui sont nécessaires pour son bon fonctionnement. Donc, il fallait y aller manuellement. Mais manuellement, tracer chaque masque, ça devient assez compliqué d'avoir quelqu'un qui va faire un petit poinçon, un petit crochet à côté de chacun des 100 lavages à chaque masque qui sont lavés. Juste le temps homme aurait été incroyable. Donc, c'est là qu'on a eu l'idée de faire des lots de masques. Parce que dans le fond, on allait apporter un lot de 100 masques à la fois. Donc, de faire des lots de masques, de faire une poche souillée avec une couleur et de faire une bande de couleurs avec les masques. Par exemple, le masque est rouge avec des pois verts, le sac est rouge avec des pois verts. Tous les masques de ce lot-là sont rouges avec des pois verts. Puis à chaque fois qu'on finit ce lot-là, qu'on envoie au lavage, c'est le sac qu'on va suivre le nombre de lavages. Fait que si le sac est lavé 100 fois, on prend pour acquis que tous les masques rouges avec des pois verts ont été lavés 100 fois. Ça fait en sorte que, qu'est-ce qu'on est sûr, c'est qu'il n'y en aura pas qui vont avoir été lavés plus de 100 fois. Il y en a que ça risque d'être moins, parce que disons qu'il y en a un qui l'a gardé à côté, qui l'a pas mis dans le lavage, ou chose, il aura peut-être sauté un lavage, mais il n'y en aura pas fait plus. Donc, dans ce cas-ci, on est sûr qu'on garde la qualité de l'article selon les standards qui ont été établis. Donc, on s'est mis à faire ça, mais ça, c'est une différente approche pour être capable de le faire à l'interne sans trop générer de problématiques au niveau de la logistique. Protocole, ça a été l'élément central l'élément central du projet. Disons que les protocoles, il a fallu mettre un protocole super, super rigoureux pour être capable d'avancer dans le projet avec la prévention et le contrôle des infections. Donc, c'est un protocole résumé de comment qu'on les fait. Donc, après utilisation, c'est qu'on les met, bien refermer, le séchage à la machine, définir toutes les températures de lavage, de séchage, les produits pour ça, la façon de l'identifier, les contrôles. Il a fallu faire dans la procédure, il fallait qu'on ait des contrôles de la température de l'eau pour vérifier pendant la phase du projet qu'on allait respecter. Il a fallu qu'on fasse des contrôles aléatoires pour être sûr que les sacs étaient bel et bien scannés à chaque fois, pour être capable de calculer la quantité. Donc, une procédure super détaillée. Et c'est ça qui a vraiment pris le plus de temps dans le cadre de ce projet-là, ça a été vraiment de tout établir. Là, comme vous voyez, quand on met les poches,
Parce que même les poches propres, une fois que le lot est terminé, on les met dans le sac souillé, on récupère tout le sac souillé au complet et c'est lui qui s'en va au lavage d'un seul coup. On connaît bien cette maxime. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Dans le cas de projets comme ça, c'est un peu l'opposé. En fait, ensemble, on se trouve avoir beaucoup d'intervenants qui peuvent donner différentes raisons pour ne pas avancer dans un projet. Et c'est ça qui a rendu la chose un petit peu plus compliquée. Dans le cadre de ce projet-là, on se retrouvait avec les gestionnaires du bloc, la prévention des infections, le service de prévention, le comité exécutif, comité de médecins, le comité exécutif conseil multidisciplinaire, la direction des services professionnels et le comité de coordination clinique. Et je pense qu'il m'en manque. Avec tout ça, ça nous a pris autour de 24 mois de débuter l'idée avec on l'opère sur le plancher pour être capable d'arriver avec une procédure et être capable de le faire. Contrairement à, j'ai déjà réalisé un autre projet dans ma carrière à Saint-Jérôme pour instaurer une machine qui venait de Belgique, qui s'était jamais vue en Amérique du Nord, construire un agrandissement à l'hôpital, mettre la machine dedans, je l'ai fait presque tout seul, ça m'a pris 20 mois. Donc, c'est quand même une dualité qui est quand même impressionnante par rapport au nombre d'intervenants. L'intégration s'est faite graduellement. Je vais essayer d'aller plus vite. L'intégration s'est faite graduellement. Donc, on a vraiment commencé dans un environnement contrôlé, qui est le bloc opératoire. On est capable de voir les entrées, les sorties et capable de monitorer tout ce qui se produit, tout ce qui est produit, puis d'être capable de suivre les protocoles à bon escient pour être capable de répondre à tous les questionnements qu'on pourrait avoir des différents départements. Fait que, puis c'est là qu'on avait aussi les équipements disponibles, les équipements nécessaires. On parlait précédemment d'avoir une buanderie dans les centres hospitaliers. Nous, on en a une à plus petite échelle pour faire des petits équipements. Donc, sauf qu'elle nous satisfait pour faire le besoin de masques lavables. Ça allait vraiment très, très bien à ce niveau-là. Le travail d'équipe était vraiment nécessaire, avoir l'ensemble du bloc opératoire qui collabore avec les différents, surtout les anesthésistes qui ont été les premiers à embarquer avec les inhalothérapeutes et qui ont sollicité l'adhésion des autres. C'est vraiment leur dynamisme contagieux qui a fait en sorte que le projet a pu avancer. Ça nous a permis de vraiment faire la boucle au complet, l'utilisation, les bacs de retour, le lavage à l'intérieur, la traçabilité, le rendre disponible vu que c'est notre employé qui, après le lavage qui se fait à l'intérieur du sac, qui est un sac de lavable, qui rentre les différents masques dans les poches pour les rendre disponibles à nouveau et les rendre disponibles comme si c'était du jetable pour pas changer les pratiques et les habitudes. Les impacts pour des masques comme ça, c'est les calculs qui ont été faits par la compagnie. Je le dis tout de suite, ça n'a pas été fait par moi. Donc, pour une équipe de 20 soignants, 300 jours d'utilisation, 2 lavages par semaine, rotation de 3 jours, on a une réduction de 80% des GS, mais surtout 99% du plastique par rapport au masque. C'est l'élément, à mon avis, qui est dans les plus notoires et des économies d'achat à cause du volume qu'on se rendrait à ce niveau-là. Et dans le cadre de ce projet, on rejoint 8 différents éléments de développement durable de l'ONU. Et sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Adam, et merci beaucoup d'avoir accéléré. Il nous reste 7 minutes pour les questions. Donc, je vais peut-être commencer par la première question qu'on a reçue dans la boîte à questions, qui était lors de la présentation de Simon Berthelot. Avez-vous une idée sur le coût de la machine de nettoyage des visières et combien de temps est-ce que cela prend pour faire l'amortissement des coûts selon le fait qu'aurait dû le nombre de visières achetées? J'ai l'information du cycle, la longueur du cycle à quelque part parce que j'ai lu tous ces documents-là, mais malheureusement, je ne m'en rappelle pas. C'est à l'intérieur d'une heure, c'est moins d'une heure. Et pour ce qui est de l'amortissement du coût versus le coût sauvé, je n'ai pas analysé la chose malheureusement, fait que j'ai pas d'informations précises et exactes à donner. Alors, j'aimerais mieux m'abstenir. Merci. Je vais passer donc à la deuxième question. Et puis, au besoin, on a aussi la possibilité de vous mettre en contact si jamais il y a des questions plus spécifiques Oui, absolument. vis-à-vis des visières. Donc, on a eu une question dans le chat au sujet des blouses. Je vais l'ouvrir. Est-ce que, donc, lors de la présentation de Simon Berthelot, on a parlé des blouses et on parlait de la réutilisation des blouses. Est-ce que cela signifie que la blouse réutilisable peut être conservée pour plus de patients ou est-ce qu'il faut quand même la changer à chaque fois? Ben, les mêmes principes s'appliquent. Alors, lorsqu'il y a des cohortes que l'on traite, qu'ils ont tous la COVID, admettons, il est généralement permis dans les normes hospitalières de traiter ou de garder la même blouse lorsqu'on traite une même cohorte. Mais en général, on va changer lorsqu'on sort d'une chambre, on va changer la blouse lorsqu'on va aller voir un autre patient qui n'est potentiellement pas infecté par la COVID. Alors, c'est les mêmes normes qui s'appliquent, que ce soit réutilisable ou jetable. Merci.
Autre question au sujet des lunettes et visières. Dans les faits, est-ce possible de conserver lunettes et visières aussi? Est-ce que l'impact des lunettes sur les risques de contamination est vraiment très augmenté? Donc, je pense que c'était une question pour Simon Lapelon. La question est de savoir si les visières ont un avantage ajouté aux lunettes. Il y a pas, on a fait une revue systématique de la littérature sur l'efficacité des différentes composantes de l'épi, puis il n'y a pas de comparaison lunettes, visières que j'ai pu trouver du moins sur la COVID-19 parce qu'on a révisé toute la littérature depuis 2020, depuis le début de la pandémie. On n'a pas vu de comparaison, et peut-être que Nathalie a quelque chose à ajouter là-dessus, mais je n'ai pas vu de comparaison visière-lunettes exactement. Là, ce qu'on sait, c'est qu'une protection oculaire amène amènerait une certaine protection selon les évidences que l'on a, mais il faut savoir que toutes les études qui ont évalué l'efficacité ou de l'épi en son entièreté ou des composantes, la littérature, elle est très mauvaise. Elle a un risque de biais très élevé parce que c'est fait sur la base de sondages. Il n'y a évidemment pas d'études randomisées contrôlées qui comparent l'une pièce par rapport à l'autre parce que le principe de précaution en pareille situation de pandémie s'applique. Qu'est-ce que ça veut dire le principe de précaution? C'est qu'on n'exposera pas une clientèle ou une partie des dispensateurs de soins à un risque plus élevé simplement pour évaluer les avantages d'une composante par rapport à l'autre. Alors, en général, le principe de précaution va dire on applique mur à mur la visière en entier ou le masque N95. C'est le principe de précaution qui a fait en sorte que au début de la pandémie, on avait une sorte d'épi allégé qui est devenu un épi renforcé applicable à mur à mur. C'est le principe de précaution qui a fait ça et le principe de précaution nous empêche de faire de la recherche scientifique robuste et solide pour comparer les composantes. Ce que je peux en dire, c'est que la protection oculaire aurait un avantage dans la majorité des études qui l'auraient étudié. Mais comparaison visière-lunettes, je ne suis pas capable de le dire. Et je tiens aussi à dire quelque chose que je n'ai pas souligné, mais la visière, telle que nous l'avons, elle ne pourrait pas se nettoyer parce qu'elle a un foam qui ne se désinfecte pas. C'est pour ça que je n'ai que comparé la lunette nettoyée à la lunette jetée, mais la visière, elle est à usage unique obligatoirement, du moins celle que l'on avait au CHU Québec parce qu'il y avait une bande de mousse au front. Merci beaucoup. On commence à avoir beaucoup de questions. Je ne suis pas certaine qu'on va pouvoir y répondre. On va pouvoir répondre à toutes les questions tout de suite. Donc, je vais prendre celles qui concernent les trois présentations. Je vais commencer par, pour la réutilisation des masques. Belle illustration de la difficulté pratique. Petite question, est-ce qu'il vous semblerait illusoire de confier le lavage aux soignants? En fait, c'est sûr que cette notion-là ne passerait pas les tests de la prévention et contrôle des infections. J'ai même pas besoin d'être dans leur département pour le savoir. Ils me challengent pour beaucoup d'autres choses. Fait que non, ce serait pas quelque chose qui serait possible, ou à tout le moins pas, peut-être pas dans les centres hospitaliers, peut-être dans certains domaines très précis, là, mais sinon, dans le cadre courant des activités du réseau de la santé, ce serait pas vraiment envisageable. Mais je l'ai mentionné aussi dans ma présentation, mais l'auto-lavage, c'est pas quelque chose qui est considéré comme sécuritaire. Là, puis il y a des certains nombres d'études qui démontrent qu'effectivement, il faut que ce soit pris en charge par des buanderies spécialisées à l'hôpital. Donc, il y a quand même beaucoup de bémols à apporter par rapport à cette solution-là. Merci. Question générale. Vous avez tous parlé de réduction de coûts et pourtant le coût est ressorti comme un obstacle au changement. Quels sont vos avis à ce sujet? En fait, souvent, c'est le coût d'acquisition qui est l'obstacle au début. Souvent, le coût va réduire, mais sur une durée dans le temps. Donc, souvent, ça va être comme quand on va atteindre un certain nombre de quantités, notamment, exemple, les masques. Au début, c'est sûr que c'est pas rentable. C'est rentable quand on est rendu à des commandes autour de 2000, 3000 masques du coup. Donc, pour faire presque un hôpital au complet. Mais à petite échelle, les coûts sont pas nécessaires, puis ni au début. Donc, il est là l'obstacle. Oui, effectivement, je tiens à souligner que, par exemple, pour les blouses réutilisables, c'est au bout de 30 à 50 utilisations, cycles de réutilisation de la blouse, que ça devient vraiment coût efficace. Donc, il y a un certain nombre d'études qui le démontrent, en tout cas. Mais je pense que c'est plus la façon pour l'hôpital de se positionner par rapport à cette opportunité-là. Donc, il y a des hôpitaux qui vont peut-être euh, voir l'opportunité justement de réduire les coûts à long terme. Effectivement, il y a des coûts d'acquisition qui sont quand même importants. Ça dépend aussi des capacités qu'on a à l'interne là, de prendre en charge donc la décontamination des EPI réutilisables. Donc, c'est aussi contexte dépendant là, d'un hôpital à un autre. Eh bien, merci beaucoup.
il est 13 heures. Je vais mettre dans le chat l'adresse courriel de Castet. Si vous voulez nous envoyer vos questions, on les redistribuera et on vous enverra les réponses. Je vais juste passer peut-être 10 secondes sur la dernière diapo. Donc, c'est une série de webinaires. On a 2 autres webinaires qui arrivent bientôt le 16 octobre et le 13 novembre, qui seront en anglais cette fois-ci. Donc, le 16 octobre, on va parler de la collaboration avec la PCI pour parler un petit peu du matériel réutilisable. Donc, c'est en collaboration avec IPAC Canada, PCI Canada. Et le 13 novembre, c'est en collaboration avec le Collaborative Center for Climate Health and Sustainable Care de l'Université de Toronto pour discuter un petit peu des projets qui n'ont pas fonctionné et des leçons qui ont été tirées de ces projets. Alors, merci beaucoup. Merci à nos présentateurs. Merci à toutes les personnes qui ont pris leur pause midi pour se joindre à nous. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour un nouveau webinaire. Bon après-midi.